Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on va poursuivre dans la série Entrepreneurs. Dans les derniers épisodes, je vous ai parlé de comment démarrer une entreprise au Québec. C'est quoi les premières étapes. Ensuite, j'ai abordé les états financiers d'une compagnie. Donc, l'état des résultats, le bilan, l'état des flux de trésorerie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux faire un intro à l'analyse financière d'une entreprise. Je m'en sers autant en tant qu'investisseur que quand je fais des consultations pour une business. Et en réalité, je me sers principalement de ratios financiers. Et l'objectif d'une analyse des finances d'une compagnie, c'est vraiment de faire parler les chiffres. De mon côté, moi, quand je fais une analyse préliminaire pour une business, ben la première étape, c'est de me sortir les états financiers des 3 dernières années, me sortir la liste des comptes payables recevables, la liste des prêts, etc. Et avec les données qu'on voit là-dedans, tu n'as même pas besoin de dire un mot que je vais déjà être en mesure de savoir un peu c'est la raison pour laquelle tu as besoin de mes services, c'est quoi les enjeux que tu vis présentement, parce que avec les ratios financiers, on est en mesure d'évaluer rapidement la santé financière de l'entreprise, au niveau de sa profitabilité, son fonds de roulement, son ratio d'endettement, etc. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous parler justement de ces ratios financiers-là, des ratios financiers de base, pour que vous aussi vous soyez en mesure de mieux interpréter toutes les données qui se retrouvent dans le bilan, dans l'état des résultats, que ce soit comme investisseur autonome, c'est-à-dire que vous souhaitez analyser les entreprises qui sont cotées en bourse, que ce soit pour l'achat d'une entreprise au privé ou tout simplement comme dirigeant d'une compagnie qui veut mieux comprendre les finances de son entreprise. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 principales catégories de ratios financiers. Il y a les ratios de rentabilité, les ratios de liquidité et les ratios de levier financier. Donc, je vais les couvrir les 3. Je ne vous parlerai pas de tous les ratios financiers qui existent. Je vais vous parler de ceux que j'utilise davantage, ceux je trouve qui donnent les informations les plus pertinentes en tant que soit qu'investisseur ou en tant que propriétaire d'une entreprise. Donc, on va commencer avec les ratios de rentabilité qui servent avant tout à vérifier la viabilité de ton entreprise, dans le sens que c'est avec ces ratios-là qu'on vient mesurer la profitabilité de ta business. Ultimement, en affaires, il faut que tu parviennes à dégager des bénéfices, donc ça te prend une marge de profit, ce qui m'amène à vous parler de la marge brute et de la marge nette. Donc, premièrement, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, la marge bénéficiaire brute, c'est ça qui vous permet de connaître le pourcentage de revenus qui reste après avoir soustrait les coûts directement liés à la production. Donc, en fait, dans l'état des résultats, là où on retrouve les revenus, les dépenses et au final les profits ou les pertes, c'est là qu'on va prendre les ventes et on va soustraire le coût des marchandises vendues et on va obtenir le fameux bénéfice brut. Et là, en divisant le bénéfice brut par les ventes, on obtient le pourcentage de marge bénéficiaire brute. Et c'est vraiment en observant l'évolution de sa marge brute au fil du temps qu'on peut venir ajuster en fait la stratégie de fixation de prix, et on peut également constater si nos activités commerciales sont encore rentables, plus rentables, moins rentables. Tu sais, dans le fond, sans une marge brute qui est suffisante, une entreprise, ça n'arriverait pas à acquitter les frais d'exploitation tels que les dépenses d'administration, le marketing, les frais juridiques, les honoraires professionnels, etc. Donc, il faut qu'il y ait une certaine marge brute pour être en mesure d'opérer une business. C'est là que c'est l'un des premiers éléments qu'on observe pour la rentabilité. Deuxièmement, il y a la marge bénéficiaire nette qui fait référence à ce moment-là
aux bénéfices nets, donc les bénéfices après les frais d'exploitation, les frais d'intérêt et aussi les impôts. Et je vous rappelle que c'est à partir des bénéfices nets de l'entreprise que vous pouvez vous verser des dividendes comme actionnaire. Et pour ce qui est du ratio de marge bénéficiaire net, on prend le bénéfice net, donc le bénéfice après impôt, et on le divise par le chiffre d'affaires et ça va vous donner le pourcentage de marge nette. Et vous pouvez en déduire que la marge nette va toujours être plus faible que la marge brute parce que la marge brute, dans le calcul, on considère seulement les coûts qui sont directement liés à la production du produit, tandis que la marge nette, elle va inclure absolument toutes les dépenses, même l'impôt. Et tant qu'à parler de marge bénéficiaire, je vais vous parler également du BAYA. Le BAYA qui est l'acronyme pour le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. Et le BAYA, c'est l'une des données les plus utilisées pour mesurer la capacité de l'entreprise à générer des profits. Et c'est un indicateur clé pour vis-à-vis la performance de la compagnie. Et le BAYA, lui, ne tient pas compte des dépenses hors exploitation comme les intérêts sur les prêts et également les impôts payés. Donc, en regardant l'évolution du BAYA d'une année à l'autre, bien, ça nous permet de mieux analyser la rentabilité des opérations d'une entreprise. Et au fait, le BAYA, c'est une donnée importante pour deux raisons principalement. De un, si tu fais la demande pour un prêt, bien, ton banquier, c'est sûr qu'il va regarder de près ton BAYA pour avoir une idée de tes flux de trésorerie, mais surtout, en fait, pour évaluer ta capacité à générer des bénéfices pour rembourser tes dettes. Parce que lui, c'est tout le temps ça. Il est prêt à te prêter de l'argent tant qu'il y ait soit de quoi en garantie, mais même à là, il va vous demander un budget prévisionnel où il va regarder un peu tes états financiers pour voir justement l'évolution de ton BAYA dans le temps, puis voir si tu es capable de dégager assez de bénéfices pour être capable finalement de le rembourser. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça m'a amené quelque part dans le temps, tu veux vendre ta business, les évaluateurs d'entreprise, eux autres aussi, ils vont servir du BAYA pour calculer la valeur de ta compagnie. En fait, pour estimer un prix de vente, souvent, ils vont prendre le BAYA puis ils vont le multiplier par un multiple. Ça peut être multiplié par 3, par 4, par 5, tout dépendant de c'est quoi le secteur d'activité, puis c'est quoi les conditions du marché en général. Mais tu sais, il faut savoir que l'évaluateur prend aussi en compte d'autres éléments, là, entre autres tes actifs. C'est sûr que si tu as un bâtiment qui vaut 1 million, évidemment, il va le rajouter dans l'équation au niveau de la valeur de ton entreprise. Sauf que le BAYA, ça reste une donnée super importante lorsque quelqu'un évalue la valeur de ta compagnie. Sinon, un autre ratio de profitabilité qui est fréquemment utilisé, c'est le calcul du rendement des capitaux propres. Autrement dit, ce ratio-là permet de voir le bénéfice net qui est obtenu pour chaque dollar de capitaux propres qui se retrouvent dans l'entreprise. Donc, ça permet d'analyser la performance financière de la compagnie parce que théoriquement, plus le ratio est élevé, plus ça veut dire que ta business est capable de générer des profits avec l'avoir des actionnaires. Par contre, à noter que le rendement des capitaux propres, ça ne dit rien par rapport à l'endettement. Par exemple, en regardant seulement ce ratio-là, on pourrait constater que l'entreprise, oui, elle génère beaucoup de bénéfices par rapport aux capitaux propres, mais en même temps, ça ne prend pas en compte les passifs, donc les dettes. Donc, à ce moment-là, il est possible que pour obtenir un excellent rendement, un rendement qui peut paraître impressionnant, il a fallu que l'entreprise devienne surendettée. Donc, d'où l'importance de ne pas se fier uniquement sur un seul ratio. Ensuite, il y a les ratios de liquidité. En fait, ces ratios-là, ils servent à mesurer le fonds de roulement de la compagnie. En d'autres mots, ça sert à évaluer la capacité de l'entreprise à payer ses obligations financières à court terme.
Et on va commencer avec le ratio de liquidité générale, qui est aussi appelé le ratio du fonds de roulement. Et ce ratio-là, en fait, il indique si une entreprise dispose d'un actif à court terme suffisant pour couvrir son passif à court terme. Et là, je vous rappelle que les actifs à court terme, ça comprend l'encaisse, donc l'argent d'un compte de banque, les comptes clients, donc les recevables, et également les stocks, tous les stocks qui est l'inventaire, tandis que le passif à court terme, ça inclut les comptes fournisseurs, la marge de crédit d'exploitation, puis toute la portion de la dette à long terme qui doit être remboursée d'ici moins d'un an. Et à ce moment-là, avec le ratio, on peut comparer l'actif à court terme avec le passif à court terme. Et lorsque le ratio est inférieur à 1, le fonds de roulement il est négatif. Dans un tel cas, l'entreprise pourrait manquer d'argent pour payer ses obligations financières. Donc, on cherche un ratio qui va dépasser 1, sinon la compagnie est un peu à risque. Mais au-delà de 2, ça veut dire que l'entreprise est comme pas efficace, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas ses liquidités excédentaires de manière optimale. En d'autres mots, elle laisse de l'argent dormir. Cet argent-là pourrait servir à être réinvesti pour aller chercher de la croissance, pour aller chercher du rendement ou tout simplement pour rembourser de la dette. Donc, pour une saine santé financière, on devrait viser un ratio de liquidité générale entre 1,2 à 2. Donc, c'est pas mal dans ce range-là que le ratio du fonds de roulement devrait se trouver. Ensuite, il y a le ratio de liquidité relative, qui est aussi un ratio de fonds de roulement, sauf qu'on élimine les stocks. Donc, on enlève tout ce qui devrait être vendu pour être transformé en liquidité. Donc, ce ratio-là, c'est davantage un ratio de trésorerie. Et le ratio de liquidité relative fournit à ce moment-là un meilleur portrait du cash qui est réellement disponible immédiatement. Parce que, comme je vous dis, l'inventaire de l'entreprise, pour être converti en liquidité, ben, ça doit être vendu. Donc, pour le ratio de trésorerie, si le résultat est égal ou supérieur à 1, c'est un signe d'une très bonne solidité financière. Sinon, si le ratio est inférieur à 1, ça veut dire que l'entreprise, encore une fois, pourrait avoir des soucis du point de vue de ses liquidités disponibles dans un horizon à court terme. Et là, on s'entend, les ratios de fonds de roulement, ça donne une idée de la capacité à payer ses obligations financières à court terme, mais ça ne dit pas tout. Quand je fais de la consultation, une des premières affaires que je check, c'est la liste des recevables et des payables. Dans le fond, c'est là que tu peux voir l'argent que tes clients doivent et toi, combien tu dois à tes fournisseurs. Et souvent, le problème de cash flow, il se trouve là parce qu'il y a un déséquilibre du côté du paiement des comptes clients versus le paiement des comptes fournisseurs. Ton entreprise manque de liquidité à court terme parce que toi, tu payes tes fournisseurs sur la réception de la facture, tu payes direct, tandis que tes clients, il y en a que ça prend 60 jours, 90 jours avant qu'ils te payent. Et ça, c'est sans compter ceux que ça fait un méchant bout que tu cours après ton paiement. Et bref, c'est important d'adresser cette problématique-là parce que c'est quelque chose qui se règle et c'est souvent de même que tu reprends le contrôle de ton cash flow. Tu peux avoir des discussions d'un côté comme de l'autre, dans le sens que tu peux t'arranger pour payer tes fournisseurs aux 60 jours au lieu de directement à la réception de la facture, puis c'est bien correct. Puis à l'inverse, tu peux ajouter un 2% d'intérêt par mois sur les factures non payées après 30 jours. Tu sais, des fois, ça prend juste un petit incitatif pour que tes clients te payent un peu plus vite. Donc, souvent, ton meilleur move du côté cash flow, c'est peut-être juste de mettre quelqu'un en place, en fait, quelqu'un qui va se mettre sur le dossier, de faire le suivi avec tes clients qui te doivent encore de l'argent, une espèce de contrôleur financier, puis rapidement, si toi, tu es capable d'étirer un peu tes fournisseurs, puis tu es un petit peu plus rapide du côté de la réception de tes paiements, tout d'un coup, tu vas avoir de moins en moins de problèmes avec tes liquidités à court terme. Et finalement, on va terminer avec les ratios
de leviers financiers qui servent principalement à mesurer le niveau d'endettement de la compagnie. Et pour calculer le ratio d'endettement, il faut consulter les informations qui se retrouvent dans le bilan financier. Je vous rappelle que c'est là qu'on voit ce que détient l'entreprise, autant l'encaisse, le bâtiment, ses équipements, tout ça. Et on voit également ce que doit l'entreprise. Donc, la plupart du temps, c'est des soldes sur marge de crédit, carte de crédit, les prêts, etc. Et dans le bilan, vous pouvez prendre le total du passif et le diviser par le total des actifs. Et c'est comme ça que vous obtenez le ratio d'endettement. Par exemple, si vous avez 600 000 au passif et que de l'autre côté, vous avez 1 million en actifs, ben ton ratio d'endettement serait de 0,6. Et lorsque le ratio est inférieur à 1, ce sont les capitaux propres, donc l'avoir des actionnaires, qui financent les actifs de la compagnie. Et inversement, lorsque le ratio est au-dessus de 1, ben l'actif de l'entreprise il est principalement financé par de la dette. Et un ratio élevé, c'est-à-dire un ratio au-dessus de 2, ça indique que l'entreprise est fortement endettée. Donc, de 1, elle est exposée au risque d'une hausse des taux d'intérêt. Et l'autre chose, ça peut être également plus difficile pour l'entreprise d'aller contracter de nouveaux prêts dus à son niveau d'endettement actuel. Et ce qui est triste, c'est que dans la vraie vie, quand j'agis comme consultant, je vois beaucoup d'entreprises qui sont surendettées. D'ailleurs, dans l'industrie de l'agriculture, le phénomène est particulièrement visible parce que les dettes des producteurs agricoles dépassent souvent les milliards de dollars parce que, comme je vous dis, les banques, eux autres, ils vont financer les terres agricoles, les tracteurs, la machinerie, tous les bâtiments, l'étable, la ferme, tout ça. Et là, à ce moment-là, l'agriculteur se retrouve à travailler pour rembourser ses prêts. Et souvent, l'endettement vient du fait que l'entreprise est peu ou pas rentable, c'est-à-dire que la business finit l'année avec de très faibles profits ou carrément à perte. Et malheureusement, pour l'entrepreneur qui ne veut pas mettre la clé dans la porte, mais qui ne sait pas non plus comment améliorer sa rentabilité, ben la solution temporaire pour repousser la catastrophe, en fait, c'est de continuer de s'endetter pour survivre. À ce moment-là, il peut essayer d'augmenter la limite de sa marge de crédit, aller chercher d'autres cartes de crédit, continuer de contracter d'autres prêts, etc. Pour n'importe quel propriétaire d'une PME, la profitabilité de sa compagnie, c'est essentiel parce que sinon, l'entreprise survit uniquement grâce à des liquidités qui proviennent d'endettement. Tu sais, avec la hausse des taux d'intérêt, la stratégie borrow to grow, en français, emprunter pour croître, c'est plus une option qui est viable. Tu sais, ça a longtemps été une approche qui pouvait fonctionner parce que les taux d'intérêt ont été très très bas pendant près de 15 ans. Donc, se financer avec de la dette, ça coûtait pas cher et ça pouvait amener un potentiel de plus de revenus. Mais maintenant, les prêts coûtent tellement cher en intérêt que cette stratégie-là ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, la seule vraiment solution, la clé en fait, c'est de vraiment se concentrer sur la profitabilité de l'entreprise. Si tu n'es pas capable d'avoir une bonne marge de brut, puis d'être capable de bien payer tes frais d'exploitation, tes intérêts, tes impôts, tout ça, il faut que ton bénéfice net, il faut qu'il reste de quoi au bout de tout ça parce que finalement, ta business, autrement, le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Tu as réussi à étirer l'élastique pendant un certain temps, mais là, la hausse des taux d'intérêt a mis comme drastiquement fin à cette possibilité-là. Donc, c'est ce qu'on observe présentement du côté de plusieurs entreprises. Comme je vous dis, on le voit particulièrement du côté de l'agriculture, mais ça se reflète également dans d'autres industries. Et bref, pour conclure l'épisode, c'est une petite introduction à l'analyse financière. Ce sont tous des ratios financiers de base qui sont super importants. Et comme je vous dis, moi, je m'en sers autant comme investisseur autonome quand je décide d'acheter des actions d'une compagnie qui est cotée en bourse, mais je m'en sers également lorsque je fais des analyses dans des business. La seule différence, c'est que
quand j'investis dans une business en bourse, ben, je fais juste constater les choses. Bon, voici les chiffres, voici ce que je constate, est-ce que j'investis ou pas, versus quand je fais des consultations, oui, on va constater des choses, on va mettre le doigt sur des problématiques, mais évidemment, l'objectif après ça, c'est de trouver des solutions, de mettre en place un plan de match, puis d'exécuter des stratégies pour venir régler ces problématiques-là, autant du côté des problèmes de liquidité, de profitabilité, au niveau de l'endettement, etc. Donc, c'est un peu mon rôle comme consultant quand je vais dans des business. Donc, j'espère que vous avez appris quelques concepts intéressants avec les ratios financiers. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.